Vous avez souvent cité M. Ouattara dans cette réunion à laquelle nous avons été témoins tout à l'heure. Est-ce que c'est un modèle pour vous? Absolument, absolument, parce que M. Ouattara a pu avoir une croissance économique de près de 10% dans un pays dévasté par la guerre. C'est une bonne performance. Moi, j'ai travaillé avec lui, jeune économiste, il était mon directeur au Fonds monétaire à Washington. C'est dans la problématique où les économies sont un peu désabusées et désorientées, parce qu'en tant que spécialiste de développement, nous donnons des conseils aux gouvernants. Ces conseils ne sont presque jamais suivis. Mais finalement, on se dit que la seule solution, c'est de prendre le pouvoir politique pour avoir une chance de mettre en œuvre de bonnes politiques économiques. Je crois que c'est à ce titre que j'ai cité le président Ouattara, qui est effectivement un bon président. Alors, vous avez mis l'accent également sur le fait que vous étiez propre. On a beaucoup parlé d'affaires dans les élections françaises. En ce qui vous concerne, vous avez rappelé que vous n'aviez pas de casserole, entre guillemets, au sens noble du terme, et que de surcroît, vous aviez démontré, au travers, par exemple, de l'édification de l'université Kofi Annan et d'autres expériences, comme en agriculture, je crois aussi. Bien sûr. Vous savez, c'est toujours très difficile dans un pays gangréné. Les gens ont tendance à penser que tout le monde a les mains dans les caisses publiques, ce qui n'est pas du tout mon cas. Pour une raison d'ailleurs très simple, ça fait 20 ans que je ne suis pas parmi les gestionnaires de l'économie guinéenne. J'ai passé 15 années de 97 jusqu'en 2010 dans la sphère privée. Et puis à partir de 2010, j'ai été juste conseiller à la présidence et maintenant député. Donc ça fait 20 ans que je n'ai pas participé à la gestion de la chose publique à Guinée. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est la réalité. Donc je n'ai pas eu à gérer les fonds publics depuis 20 ans en Guinée. Première chose. Et deuxièmement, moi j'ai fait mon université Kofi Annan avant d'être ministre. Et je suis allé petit à petit sur une période de 20 ans pour pouvoir bâtir quelque chose qui marche. Donc je ne suis pas du tout impliqué dans quoi que ce soit. Et c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai été choisi comme auditeur pendant la transition, travail que j'ai pu effectuer. Vous savez, rien ne se cache. Ceux qui ont la main dans la chose publique, tout de suite ça se voit et ça se sait. Ce n'est pas mon cas. Quelle promesse aujourd'hui vous pouvez donner que vous allez rester vertueux, parce qu'on sait que le pouvoir parfois monte à la tête, ou que parfois on est obligé de faire des concessions sur ces vertus annoncées antérieures? Moi j'ai toujours dit à ceux qui discutent avec moi qu'il n'y a absolument aucune garantie des hommes politiques. On peut toujours dire une chose et au pouvoir faire autre chose. Il n'y a absolument aucune garantie, il faut être honnête. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il faut bien regarder le profil des hommes qui demandent les suffrages à nos concitoyens. J'ai l'habitude de dire qu'il faut regarder le CV de chacun, c'est-à-dire voir qui a fait quoi en Guinée avant de solliciter le suffrage des populations guinéennes. Je pense que si on est un peu plus attentif à ce que chacun des politiciens a pu faire, les choix seront un peu plus éclairés. Voilà. Vous vous êtes déjà présenté une élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé depuis 2010 Qu'est-ce qui aura changé chez le docteur Ousmane Kaba entre 2010 et 2020? Mais chaque fois que l'on vit, on a de l'expérience. Je crois que j'étais un peu naïf, puisque vous savez, moi, chaque fois, j'ai pu toujours sacrifier mes intérêts personnels lorsque le pays était en jeu. C'est ce qui s'est passé en 2012, par exemple. J'ai fondu le Parti Plus que j'avais créé en 2010 dans un grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, parce qu'on avait estimé qu'en faisant ce sacrifice personnel, on arrivait à une certaine stabilité politique. Malheureusement, tous ceux qui ont contribué à l'élection présidentielle actuelle, ou tous ceux qui ont apporté leur contribution ont été déçus. Je l'ai été comme tous les autres Guinéens d'ailleurs, une bonne partie des Guinéens, voilà. Et si c'était à refaire, certainement je n'aurais pas fait la même démarche. Je pense qu'on peut se tromper,
Mais il faut reconnaître d'abord que l'on s'est trompé et prendre de nouvelles mesures pour changer l'avenir. Parce que malheureusement, le passé est le passé, on ne peut pas changer le passé, mais nous avons la capacité de modifier l'avenir. C'est ce que nous essayons de faire. Non, on a cité tout à l'heure le président Ouattara. Vous avez d'autres pays africains qui vous servent un peu de référence ou d'autres politiciens africains qui vous servent un peu de référence dans vos modèles de réflexion et de projection potentielle? Oui, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres pays qui sont mieux gérés, mais évidemment, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas du tout bien gérés. Je pense que chaque pays a ses spécificités. On peut toujours s'inspirer de bons exemples, mais n'empêche qu'il faut tenir compte de la condition spécifique à chaque pays. L'arrivée du Royaume du Maroc dans la CEDEAO, un regard sur ce pays puissant économiquement qu'est le Maroc? Bon, écoutez, je n'ai vraiment pas réfléchi à la question. J'ai entendu dire que le Maroc veut venir comme membre de la CEDEAO. Bon, c'est une question qui est à mûrir. Il faut voir tous les aspects, même si géographiquement le Maroc est un peu éloigné des pays de la CEDEAO. Mais c'est un bon pays qui est bien géré, qui apporte beaucoup de choses à nos différents pays en Afrique de l'Ouest. Votre regard, vous l'économiste, sur le franc CFA, ne pas s'éloigner de ce genre de questions également? Ben, écoutez, le franc CFA a rendu beaucoup de services, bien que ce soit un héritage de l'époque coloniale, évidemment. Le gros problème d'un point de vue purement économique que nous avons avec le franc CFA, c'est sa liaison fixe avec sa parité donc avec l'euro, qui fait que la monnaie devient très forte et ce qui pénalise les exportations de pas mal de pays. Vous savez, la politique monétaire d'échange, la politique d'échange, il faut trouver un bon équilibre entre d'une part préserver le pouvoir d'achat des populations et d'autre part ne pas décourager les exportations. C'est cet équilibre qui est toujours difficile à trouver. De l'autre côté, nous avons des expériences de monnaie nationale, telles qu'en Guinée, telles qu'en Gambie et autres. Expérience qui n'a pas toujours été heureuse parce qu'il y a eu des périodes de surchauffe, des périodes de création abusive de monnaie pour financer des déficits exorbitants, généralement dus à des dépenses extra-budgétaires. Voilà un peu le mauvais côté de la monnaie nationale. Il faut arriver à faire de la discipline monétaire. Alors, quelle est la solution? Je dirais que la solution idéale pour un économiste comme nous, ce serait effectivement d'avoir une monnaie transnationale, une monnaie communautaire qui donne un peu plus de liberté à la Banque centrale régionale, donc qui n'est pas sous la coupe politique des présidents. Ça préserve la stabilité de la monnaie, mais en même temps que cette monnaie ne soit pas arrimée avec l'euro ou une autre monnaie internationale, de sorte que la monnaie puisse refléter les évolutions économiques de la sous-région. Il y avait un projet de ce genre au niveau de la CEDEAO qui était le projet ECO, qui malheureusement ne débouche pas encore parce il faut qu'il y ait une convergence macroéconomique entre les pays membres, ce qui est loin d'être le cas. Il y a des pays qui ne sont pas disciplinés. Alors quand on parle de convergence macroéconomique, il s'agit du taux d'inflation, il s'agit de taux de croissance, des déficits des différents pays. Ce sont ces genres de conditions d'ailleurs qui ont constitué ce qu'on appelait les conditions de Maastricht au niveau de l'Europe. Donc on a besoin de la même convergence économique des différents pays pour avoir une monnaie viable. Malheureusement, le projet n'a pas beaucoup avancé. On sent que c'est un